Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Guillemot. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, PDG du groupe Vallourec, fabricant français de tubes en acier sans soudure, valorisé 6 milliards d'euros à la Bourse de Paris, coté sur le SBF 120. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Vallourec, il y en a quand même. Ces tubes donc servent de manière très pédagogique en fait aux majors pétrogazières pour leur activité de forage et de production. C'est ça, mais plus concrètement, encore plus prosaïquement. Tout à fait. En fait, nos tubes peuvent être vissés les uns dans les autres et permettent de faire des colonnes de plusieurs kilomètres de long, à la fois verticales et horizontales, permettant d'aller chercher le pétrole et le gaz très profondément dans la croûte Sur terrestre. terre ou en mer. Alors, effectivement, onshore ou offshore. Ouais. Et on fait également du line pipe qui permet de relier les plateformes pétrolières à la terre. Voilà, et donc c'est-à-dire que vous avez quasiment, ou pas, toutes les majors pétrogazières du monde comme clients? Exactement, nous avons tous les grands pétroliers, que ce soit ce qu'on appelle les IOC, les pétroliers internationaux, ou les National Oil Companies, c'est-à-dire les compagnies pétrolières. Aramco, par exemple. Comme Aramco ou ADNOC aux Émirats. Ça veut dire que c'est encore une fois une question à la montée des tensions au Moyen-Orient, le conflit, l'envolée du brut. On dit que ça dope les budgets d'exploration, de production des majors, et donc in fine, c'est bon pour vous. C'est ça la réalité? La réalité, c'est qu'effectivement, les retours sur investissement de nos clients sont meilleurs et que ça les invite sans doute plus à investir, en particulier en exploration, dans un premier temps. Et quelque part, vous êtes dépendant du cours du brut, quelque part. Alors nous, on vit des investissements de nos clients. Et donc, plus nos clients investissent, bien évidemment, plus nos produits sont sollicités. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout ce qui est pétrole et gaz va vers plus de non conventionnels, plus de gaz, ce qui est très bien, vu les technologies qu'aujourd'hui nous détenons. Donc, un pétrole cher, c'est bon pour vous, indirectement. Le pétrole cher favorise l'investissement, mais je vais dire paradoxalement, favorise également les développements en dehors des énergies fossiles. Et comme vous l'avez constaté, nous avons, depuis 2022, lancé plusieurs initiatives en dehors des énergies fossiles, sur l'hydrogène vert, mais également plus récemment sur la géothermie. Ça reste à la marge, non, aujourd'hui? C'est pas la marge. Sur la géothermie, le dernier long term agreement, donc contrat long terme qu'on a signé, est de jusqu'à potentiellement 800 millions de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030. Et du même ordre de grandeur que les plus gros contrats dans le pétrole et gaz. Ah, ça c'est super, ça. Voilà. Et là, vous voyez que le prix du pétrole le favorise, parce que plus le prix du pétrole est élevé, plus ces solutions alternatives pour produire l'électricité, en l'occurrence la géothermie avancée, deviennent compétitives. Ouais. Et tout ce qui est hors fossile, ça pèse combien dans vos revenus aujourd'hui? Encore peu, mais l'objectif c'est que ça pèse entre 10 et 15%. Et aujourd'hui, quelques pourcents. Marginal. Voilà. Mais marginal. Mais des gros contrats aujourd'hui sont à la hauteur des contrats. Mais le contrat Fervo, il est déjà une réalité. Aujourd'hui, ce sont des commandes déjà en 2026. Aujourd'hui, Fervo est notre 5e client aux États-Unis, qui est notre premier marché. Donc, on parle quand même de quelque chose qui est une réalité. Et l'objectif, c'est de faire entre 10 et 15% de notre EBITDA, résultat brut d'exploitation en français, d'ici 2015, dans ces applications en dehors des énergies fossiles. Ouais. Et là-dedans, il y a la géothermie que j'évoquais, il y a la géothermie, il y a l'hydrogène vert. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'hydrogène vert et du CO2, on peut produire des fuels synthétiques pour les compagnies aériennes. Bon, évidemment, là aussi, c'était non compétitif avant la guerre. Au prix du kérosène aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de effectivement s'y intéresser, dans la mesure où ça permet de produire sur le territoire national ces fuels synthétiques dont ont besoin les compagnies aériennes. Mais c'est compétitif avec un kérosène qui a doublé ou pas? Aujourd'hui, oui, à 2,5 fois le prix du kérosène, je pense qu'on commence à être dans une zone où ça devient... Et vous savez, en matière d'énergie, l'énergie doit avoir 3 caractéristiques. 1, disponible, 2, pas cher, et 3, idéalement décarboné. Mais c'est dans cet ordre-là. Quand vous n'avez pas, je dirais, le prix devient secondaire. Vous avez publié vos résultats il y a quelques jours. Chiffre d'affaires pour le premier trimestre en recul de 7% à 975 millions de dollars, baisse du bénéfice de 2%, bénéfice net à 87 millions de dollars, génération de cash, montée en puissance des contrats, retour aux actionnaires. On retient quoi dans tout ça? Ce premier trimestre, il est d'abord la preuve de la résilience du groupe, retrouvée. Parce que, comme vous le soulignez, mais avec un chiffre d'affaires en baisse qui était attendu en baisse, puisque c'est fonction du cycle des appels d'offres des clients. Donc là, pas de surprise. On est capable d'augmenter nos marges. On est même un EBITDA par tonne qui est supérieur à notre concurrent principal, qui est 3 fois plus gros. C'est également la preuve que notre stratégie diversifiée fonctionne, puisque j'ai évoqué tout à l'heure le contrat Fervo. Et puis 3, effectivement, une génération de cash qui ne fait que confirmer ce que nous avions déjà annoncé en février. C'est notre intention de retourner jusqu'à 650 millions d'euros à nos actionnaires cette année, après
déjà le versement d'un premier dividende depuis 2025. 10 ans en 2025. Donc ça veut dire qu'on devient réellement une société qui, de manière régulière, rémunère ses actionnaires après les années difficiles que vous avez tous connues. Depuis le début de l'année, là, vous présentez vos comptes en dollars et non plus en euros parce que votre business, il est de plus en plus lié à l'Amérique et au dollar. 40% de votre activité se fait en Amérique du Nord. Vous êtes d'ailleurs un acteur intégré là-bas. Hein. C'est là, peut-être on ne le sait pas ça, mais... Oui, alors, grosse partie de notre chiffre d'affaires est fait en dollars. Ouais. Le marché US est effectivement notre premier marché, avec 40% du chiffre d'affaires. Ouais. Et 100% de ce que nous vendons sur le marché onshore aux États-Unis est produit aux États-Unis. Ouais. Donc, zéro droit de douane. Donc les droits de douane n'ont pas d'impact, si ce n'est positif, dans la mesure où effectivement les importations sont plus difficiles et que donc ce sont les capacités domestiques qui sont favorisées. Et en ce qui concerne, c'est 100% de ce que nous y vendons. Donc bien évidemment. On a investi plus d'1 milliard en 10 ans, hein, 1,5 milliard hein, sur effectivement, on a beaucoup investi aux États-Unis. On continue à investir. On a annoncé en novembre de l'année dernière l'investissement dans une nouvelle ligne de production dans notre usine de l'Ohio, à Youngstown, pour produire notre toute dernière génération de connexions qui permet à nos clients américains de faire des gains de productivité et donc de faire ces fameuses colonnes, ces fameux latéraux de plus en plus longs. Et donc ce sont des connexions dites à fort couple, qui est une technologie très premium dans le monde des tubes sans soudure. Philippe Guillemot, le premier trimestre, c'est déjà derrière nous. Sur le deuxième trimestre, vous prévoyez un point bas de vos résultats. Le point bas pour vous, ce sera au deuxième trimestre. Oui, le point bas de l'année sera au deuxième trimestre. Alors, à la fois attendu, puisque notre chiffre d'affaires reflète les prises de commande du deuxième semestre de l'année dernière. Et en plus, effectivement, il y a sur le deuxième trimestre, qui n'a pas été le cas sur le premier, un impact, évidemment, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Comment on le quantifie sur le Moyen-Orient, l'impact des perturbations? Je ne sais pas comment il faut le qualifier. Quels sont les pays? Parce que j'ai vu qu'apparemment, c'est l'Irak, le Koweït et le Qatar qui, évidemment, ont besoin du 3 d'Ormuz pour exporter leurs hydrocarbures. Et vous constatez quoi? Sur quel pays? Des reports de commandes, des annulations? Comment vous le quantifiez? Pour l'instant, nous n'avons aucune annulation de commandes, uniquement des reports de livraison pour les clients dans les pays que vous venez de mentionner. Irak, Koweït et Qatar. Qui représente moins d'un tiers de notre chiffre d'affaires au Moyen-Orient, qui lui-même a fait 22% de notre chiffre d'affaires l'année dernière. Mais Amérique du Nord, 2 Moyen-Orient. Amérique du Nord, 2 Moyen-Orient, mais avec le donc sur 23%, donc sur un quart de votre chiffre d'affaires. Voilà. Oui, sur un quart, on va dire, entre 20 et 25% selon les années. Mais 2 tiers de chiffre d'affaires est fait avec 2 grands clients, Aramco en Arabie Saoudite, qui a 50% des puits dans la région, et ADNOC aux Émirats. Et ces 2 clients ont les moyens de continuer à exporter leur pétrole en utilisant leur pipeline, l'un vers la mer Rouge et l'autre dans le détroit d'Oman. D'ailleurs, sur les pipelines, vous intervenez ou pas? Parce que je voyais que les Émirats arabes unis voulaient accélérer la construction d'un nouvel oléoduc pour contourner Hormuz et donc cette menace iranienne. C'est logique. Ils ont à la fois annoncé qu'ils sortaient de l'OPEP+, et qu'ils allaient augmenter leur capacité de production. Et donc, de ce fait, c'est logique. Bien sûr, mais on retrouve des tubes sans soudure dans le cadre de ces... Voilà, donc c'est bon pour vous, là aussi. Oui, bien évidemment. Ces 2 clients continuent à effectivement opérer comme ils le font aujourd'hui, et plutôt à l'origine d'ailleurs de notre résilience, c'est-à-dire que malgré ce qui se passe au Moyen-Orient, et là je tiens à souligner le travail absolument remarquable de nos équipes sur la région, on a 350 personnes dans la région. Vous maintenez vos activités aux Émirats arabes unis? On le maintient, bien sûr, en étant en situation de gestion de crise permanente pour leur sécurité, puisque la priorité des priorités, bien sûr, est d'assurer la sécurité de nos collaborateurs. Mais aujourd'hui, on est des partenaires, bien sûr, de ces 2 grands clients, et partenaires fiables, puisque dans les circonstances présentes, nous avons trouvé des moyens alternatifs pour acheminer nos tubes, leur permettant de continuer leur activité. Donc l'impact global du conflit au Moyen-Orient, pour vous, on dit quoi alors? Pour l'instant, il n'est pas sur Q1. Non. Il est très minime. Et sur Q2, effectivement, il va se voir. Il se traduit par des surcoûts qui feront l'objet de discussions avec les clients. Mais discussions qui prendront... Sur quoi? Parce qu'il y a le surcoût sur logistique. La logistique, les primes d'assurance, sur tout ce qui est, bien sûr, transport maritime. Achat de matières premières aussi? Très peu, parce que nous sommes très intégrés. On fabrique notre propre acier aux États-Unis à partir de scrap. Donc on est plus lié au prix du scrap aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec le prix du pétrole. Et au Brésil, nous sommes totalement intégrés en amont, puisqu'on a notre propre mine, nos propres forêts. Et donc nous ne sommes pas dépendants du prix. Il y a juste le prix du gaz qui a augmenté au Brésil, qui peut impacter effectivement notre base de coûts. Ok, donc finalement, point bas de l'activité au deuxième trimestre, et ensuite plus solide au second semestre, sauf si les 3 d'Ormuz restent fermés. Alors,
D'abord, le deuxième semestre plus fort parce que ça reflète tout simplement le cycle des prises de commande. Nous sommes dans un métier dit make to order, c'est-à-dire qu'on produit make to order, c'est-à-dire qu'on ne produit que quand on a une commande, ce qui est fonction des appels d'offres des clients. Ouais. Et donc, bien évidemment, tout ça est fonction du cycle des appels d'offres des clients. Donc, de toute façon, H2 effectivement supérieur de ce fait. Ensuite, l'impact. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, il est vraisemblable qu'à la fois Aramco et ADNOC continueront à tourner à plein régime. Quand ils ont la possibilité de vendre le baril de pétrole au prix où il est aujourd'hui, je pense qu'ils auraient bien évidemment tort de le faire. Et de toute façon, ils soutiennent l'économie mondiale. Mais ce n'est pas 100% voilà, mais c'est quand même de leur pétrole. Un tiers de notre chiffre d'affaires dans la région. Ouais. Et par ailleurs, d'autres régions prennent le relais. Régions où nous sommes, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Amérique du Sud, le Brésil, où nous avons une très grosse base industrielle, toutes ces régions vont, les 10 millions de barils jour qui ne transitent plus par le détroit d'Ormuz vont devoir venir d'autre part. Donc on commence à voir effectivement des montées en production dans les autres régions du monde où nous sommes, et donc de ce fait, effectivement, potentiellement une accélération d'activité. Donc il y aura quelques moins et des plus. À la fin, comment tout ça va s'équilibrer, on le verra, mais je dirais que pour l'instant, on n'est pas outre mesure inquiet. Philippe Guillemot, vous avez transformé la boîte depuis votre arrivée chez Vallourec en 2022. D'ailleurs, j'ai reçu votre prédécesseur, c'était sûrement en 2021. C'était une Vallourec qui était donnée comme étant, pardon pour le mot, moribonde. C'est comme ça, je veux dire, vous crouliez sous les dettes. Déjà, voilà, quelles ont été vos décisions les plus fortes pour opérer cette recovery qui est maintenant derrière vous, puisque maintenant c'est une autre page qui se tourne, mais oui. Déjà sur les dettes, il n'y a plus de dettes. Hein, on est même c'était quoi, net cash positif. C'était quoi, 3 milliards à l'époque? Alors, avant la restructuration financière, après la restructuration financière, on est monté jusqu'à 1,5 milliard de dettes, qui a commencé à baisser à partir du 4e trimestre 2022, et depuis qui continue à baisser de manière continue, et qui nous permet de retourner. C'est quoi la décision la plus importante, ou les deux décisions les plus importantes que vous avez prises? Un changement radical de stratégie. Et donc le choix de privilégier... retirer la dette, enfin annuler la dette. Alors ça, ce sont les objectifs, mais pour y atteindre, il y a un changement de stratégie. Effectivement, les deux objectifs que j'ai fixés en arrivant, le premier, c'est d'avoir un bilan totalement désendetté, donc net cash zéro. On y est. Ça a été atteint fin 2024. Le deuxième, c'est de réduire l'écart de performance qui était quand même très significatif avec notre concurrent principal. Et vous voyez qu'en Q1, nous avons un EBITDA par tonne supérieur à notre concurrent principal, qui est quand même 3 fois plus gros que nous. Mais derrière ces deux objectifs, la décision majeure, ça a été le choix de ne pas chercher des volumes pour les volumes, y compris en vendant à perte, mais à faire ce qu'on appelle value over volume, donc à vendre des produits à plus forte valeur ajoutée, mais également à réduire la capacité en conséquence. Et c'est vrai qu'on a fortement réduit la capacité. On faisait 1,850 millions de tonnes quand je suis arrivé. On en fait entre 1 million et 1,3 million de tonnes de tubes. Voilà. Millions de tonnes de tubes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a des marges supérieures à 20% depuis maintenant plusieurs trimestres. Vendre moins, mais vendre plus cher. Oui, vendre, finalement, ce qui est le cœur du savoir-faire de la société. La capacité à formuler des aciers extrêmement pointus et à faire des connexions qui sont étanches au gaz, mais surtout sont capables de tenir dans des conditions extrêmes, température, pression, corrosion. Et donc de valoriser le savoir-faire qui d'ailleurs a pris naissance dans un centre de recherche-développement qui est dans le nord de la France, qui est la référence du secteur. D'ailleurs, ces tubes sans soudure, quand ils sont sous terre ou dans la mer, c'est jusqu'à quelle profondeur? Ça peut aller plusieurs kilomètres dans le sol. Voilà. Et pour retrouver ce niveau de rentabilité qui est le vôtre aujourd'hui, il faut aussi le dire, vous avez dû réduire la voilure sur l'outil industriel en Europe. 5 grands sites ont fermé depuis 2020, 3000 suppressions de postes en Europe, dont 700 en France. Il n'y avait pas le choix, vraiment? Il n'y avait pas le choix. L'Allemagne avait perdu plus de 100 millions d'euros par an depuis 7 ans avant mon arrivée. Et on aurait perdu beaucoup plus, sans doute, avec ce qui s'est passé depuis la guerre en Ukraine et les impacts sur l'économie mondiale et ce qui se passe maintenant. Il faut être clair, si cette décision n'avait pas été prise en 2022, aujourd'hui le groupe n'existerait plus. Donc c'était ça aussi la décision, mais qui socialement a un impact fort. Oui, mais on l'a fait de manière responsable. On avait encore de l'argent dans les caisses, si je puis dire. Et effectivement, on a pu permettre à nos collaborateurs de partir dans de bonnes conditions. On les a d'ailleurs accompagnés dans leur reclassement en Allemagne. Mais effectivement, la fermeture de l'Allemagne était une décision majeure pour le groupe, mais qui nous a fait sortir d'un marché industrie qui était un marché chroniquement en perte et qui aurait sans doute précipité la perte du groupe, cette fois-ci définitivement, si la décision n'avait pas été prise. Vous êtes valorisé 6 milliards d'euros, je le disais, en bourse, coté sur la SBF 120. Les prochaines pages à écrire?
Alors les prochaines pages, c'est à la fois continuer dans le pétrole et gaz à rester à la pointe de la technologie, et donc accompagner nos clients dans leurs projets les plus complexes, que ce soit onshore, offshore, dans le non conventionnel, dans le gaz étant l'énergie fossile qui va prendre le pas sur les autres dans les années qui viennent, et puis la diversification en dehors des énergies fossiles. Je parlais de l'hydrogène vert, je parlais de la géothermie, qui est aujourd'hui une réalité, qui avec l'avènement des data centers, je veux dire, qui ont énormément besoin d'électricité, trouve avec cette solution de géothermie avancée le moyen de produire ces grandes quantités de base, parce que l'énergie d'électricité dont on a besoin, en l'occurrence, est une électricité de base, qui ne peut pas être produite par des éoliennes ou des panneaux solaires. Le parcours boursier est spectaculaire, hein. 70%, je le disais, depuis le début de l'année de hausse, 150% sur 3 ans. Vous ne pouvez être que satisfait, rien à redire? Alors oui, et puis surtout ce qui est satisfaisant, c'est que, bon, après effectivement de longues années qui avaient fait perdre beaucoup de crédibilité à la société, le travail de ces dernières années, trimestre après trimestre, fait qu'aujourd'hui le marché reconnaît que notre multiple, je dirais, n'a pas de raison de connaître la décote qu'il a connue par rapport à celui de notre concurrent principal. Le PER est de 16 aujourd'hui, en multiple de valorisation. Oui, mais ce qui est important, c'est comment on se compare à notre concurrent principal. Et cette décote de multiple qui a été très très marquée, hein, et qui l'était encore il y a peu, commence à se combler de manière significative. Et juste le reflet du fait que on est revenu une société normale avec un bilan très solide, de beaux projets de développement sur l'avenir et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée. La décote par rapport à votre concurrent qui est américain? Elle est montée jusqu'à 30%, c'est Tenaris, notre concurrent principal. Et aujourd'hui, elle est combien la décote? Écoutez, au cours de bourse où on est aujourd'hui, je pense qu'elle est tombée à 1,05. Ah oui, d'accord, donc c'est bon. Donc ça veut dire qu'il y a encore du potentiel, il y en a encore sous le pied Il y en a encore, peut-être, on verra. Mais ce qu'il faut, c'est continuer, trimestre après trimestre, à délivrer, à faire la preuve que le groupe est devenu un groupe extrêmement résilient, capable de performer en toutes circonstances de marché, et en même temps d'assurer son avenir par ces développements de diversification dans les énergies non fossiles. Qu'est-ce que vous dites aux actionnaires, enfin aux investisseurs qui nous regardent, qui ne sont pas encore actionnaires de Vallourec, vous leur dites quoi? Déjà, je remercie tous ceux qui le sont et qui nous ont fait confiance, et en particulier quand je suis arrivé dans le groupe en 2022. Mais je leur dis aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, on vient d'ouvrir un nouveau chapitre, après le chapitre plan New Vallourec, qui a remis la société sur les rails. C'est le chapitre en interne, c'est From Good to Great, mais qui prouve qu'on a encore plein d'ambitions pour les années qui viennent à l'horizon 2030. Bon, revenez nous voir, Philippe Guillemot, le PDG donc, du groupe Vallourec, invité à la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci à vous. À bientôt.